Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Le débriefing est fin avec le Grand Prix de Russie au programme et la belle victoire de Valtteri Bottas, la première dans sa carrière. On va en parler avec Jean-Luc. Alors tout de suite, je vous le dis, Jean-Luc n'est pas avec moi physiquement à côté de moi, mais nous avons pu nous entretenir en duplex. Et Jean-Luc donc va répondre à toutes les questions qui se posent après ce Grand Prix de Russie. Donc pas de souci, c'est un débriefing F1 normal. Donc salut Jean-Luc. J'espère que tu vas bien. Et comment donc tu réagis en quelque sorte, ça c'est la première question évidente, comment tu réagis à cette première victoire dans la carrière de Valtteri Bottas? Salut LFB, bonjour à tous. Et oui, nous ne sommes pas ensemble pour une fois effectivement, mais je vais quand même essayer de répondre à toutes tes questions LFB concernant ce Grand Prix de Sotchi en Russie qui a été animé, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors la première de tes questions, évidemment, elle est un petit peu évidente, elle porte sur Valtteri Bottas, le nouveau vainqueur. Je ne dirais pas surprise, mais en tout cas, belle victoire pour lui à son 81e départ en Grand Prix de Formule 1. Alors Valtteri Bottas, c'est un garçon qui a 27 ans, qui est relativement discret, hein, qui est un petit peu, c'est la marque de fabrique, on le sait bien, des Finlandais. C'est la marque également, Raikkonen, on sait qu'il a quelques frasques en dehors des circuits, mais sur les circuits, il est extrêmement discret. C'était le cas également notamment de Mika Häkkinen. Et puis si on remonte un petit peu plus loin, Keke Rosberg lui-même, le papa de Nico Rosberg, effectivement, était quelqu'un qui était assez spectaculaire en dehors des Grands Prix, mais beaucoup moins sur les tracés. Alors pour en revenir à Valtteri Bottas, il se trouve qu'Adrien Tambay, donc, qui est mon consultant, comme vous le savez tous, sur RMC depuis le début de la saison, Patrick restant avec nous bien évidemment, eh bien, il connaît très bien Valtteri Bottas parce qu'il a été son équipier. Il a été son équipier en Formule 3 au sein de l'équipe Hart. Et vous savez, quand deux pilotes cohabitent, ou trois même en l'occurrence, il y en avait d'autres puisqu'il y avait Jules Bianchi à qui on rend hommage à chaque fois qui était présent avec eux, eh bien, Adrien ne dit que du bien de Valtteri Bottas, qui est un type, paraît-il, absolument formidable en dehors des courses. Donc c'est un garçon attachant, encore une fois, un garçon discret, un garçon un petit peu normal, un peu à la Vettel, je dirais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui concentre tout son talent et toutes ses forces sur les Grands Prix. En dehors, il a sa vie, naturellement. On sait qu'il s'est marié, puisqu'on a vu quelques photos il n'y a pas très longtemps. Il mène une vie à peu près normale et apparemment, on va voir ce qu'il en est par la suite, parce que peut-être que Lewis Hamilton lui-même ne s'attendait pas forcément à une telle opposition et à un tel talent de la part de Valtteri Bottas, en tout cas si tôt dans la saison. Eh bien peut-être que cette cohabitation également chez Mercedes va devenir un petit peu plus difficile à l'avenir. En tout cas, on est ravis, nous, d'abord parce que ça fait un nouveau vainqueur en Grand Prix. Valtteri Bottas, il avait donc décroché une pole position lors du dernier Grand Prix à Bahreïn, et déjà ça démontrait sa capacité et son potentiel par rapport à la référence absolue, évidemment, chez Mercedes, qu'est Lewis Hamilton, 3 fois champion du monde, faut-il le rappeler. Également le fait d'avoir dominé un quadruple champion du monde, en l'occurrence Sébastien Vettel dans les derniers tours de ce Grand Prix sur sa Ferrari. Je crois que c'est quand même un critère sacrément important, et je crois que Valtteri Bottas, et qui se retrouve troisième évidemment au championnat à 10 points seulement de Lewis Hamilton, 63 points contre 73 points, c'est évident qu'il va falloir compter avec lui, et il va falloir compter avec lui toute la saison. Alors justement là, par rapport à la course, pour en venir à la course Jean-Luc, on a le sentiment qu'il y a eu deux moments clés où Valtteri Bottas a construit sa victoire. C'est le départ et c'est la fin où il va résister à Vettel. Et oui, LFB, évidemment, le départ, on le sait bien, en Formule 1, c'est souvent là que ça se joue. Alors la pole position, elle était naturellement revenue à Sébastien Vettel, qui était absolument fou de joie. C'était seulement la deuxième pole position du pilote Ferrari, du nouveau pilote Ferrari. La première de mémoire, c'était à Singapour en 2015, et c'était la première ligne toute Ferrari, donc avec les deux pilotes en première ligne depuis le Grand Prix de France en 2008, c'est-à-dire il y a 9 ans. Donc c'était déjà un exploit à mettre au crédit naturellement de Vettel, de Raikkonen qui était vraiment tout près, puisqu'on rappelle qu'on avait 3 pilotes et Bottas complétait ces 3 pilotes en moins d'un dixième de seconde, ce qui est tout à fait exceptionnel en qualification. Et là déjà, on avait compris que Lewis Hamilton s'était un petit peu loupé, puisqu'il se retrouvait à plus de 5 dixièmes, ce qui est absolument énorme, du poleman. Alors on en revient à cette phase de départ où finalement les deux hommes de Ferrari prennent un départ tout à fait correct, à commencer par Vettel. Seulement voilà, depuis la deuxième ligne, Valtteri Bottas choisit de rester sur la trajectoire qui procure le plus d'adhérence, c'est-à-dire la partie gauche de la piste, et il parvient à déborder non seulement Raikkonen, mais également Vettel, et à s'imposer juste devant. Alors c'est évident que c'était le moment clé, on ne le savait pas encore, et on se demandait d'ailleurs quel allait pouvoir être le rythme en course des monoplaces.
Alors, il a fallu attendre un petit peu de temps, comme tu le sais, puisqu'il y a eu plusieurs incidents qui se sont produits. Il y a eu un tête-à-queue de Lance Stroll, et puis surtout, il y a eu un accident entre Romain Grosjean et Jolyon Palmer. Malheureusement, il semblerait d'ailleurs que la faute en incombe à Romain, qui était parti dernier, ou avant-dernier sur la grille à cause des pénalités de Stoffel Van Dorn, mais qui partait très loin et qui a essayé de remonter très vite dans le paquet. Malheureusement, ça n'est pas passé. Donc les deux hommes éliminés, du carbone partout, neutralisation. Et au moment du restart, et c'est bien ce qu'on attendait, on se demandait si Bottas allait être capable de réitérer. Eh bien oui, il a creusé un écart qui n'était pas énorme, qui était de l'ordre de 2 secondes sur la Ferrari de Sébastien Vettel. En tout cas, on a eu une course formidable et une domination de Bottas. On a compris qu'il possédait bien, même en course d'ailleurs, le rythme. Alors on rappelle les caractéristiques techniques qui sont un petit peu différentes pour les Mercedes et pour les Ferrari, puisque les Ferrari ont un empattement qui est un peu plus court que celui des Mercedes, de sorte que les Ferrari sont un petit peu plus maniables, on va dire, et il y a une partie qui est assez sinueuse sur ce tracé de Sochi. Et puis également, on a compris que du côté des moteurs, on avait fait des progrès considérables. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, puisque tu me poses la question, eh bien c'est la fin de course. Alors là aussi, après le changement et l'arrêt au stand, et là par parenthèse, on a maintenu Vettel alors qu'il était leader sur la piste pendant le plus longtemps possible avant de l'arrêter. Et là, voilà, on l'a arrêté au 34e tour, Vettel, alors qu'on avait arrêté Bottas au 27e tour. C'est dire naturellement qu'en fin de Grand Prix, la monte pneumatique dont disposait Vettel était plus fraîche que celle de Bottas, logiquement, et ce qui a permis probablement à Vettel de maintenir la pression. On a vu Bottas commettre une petite erreur, d'ailleurs, commencer à allumer son pneu avant gauche. Et là, on s'est dit, oula, l'ogre Vettel va finalement manger encore le mouton Bottas. Et puis, pas du tout. Bottas a parfaitement géré sa fin de course, et notamment le dépassement des pilotes attardés. Et il est parvenu à conserver, pas grand-chose, 6 dixièmes de seconde juste sur la ligne d'arrivée. Mais ça suffit à faire de lui un nouveau vainqueur de Grand Prix. Donc une victoire émouvante certainement, même si à la finlandaise et à la Bottas, il n'a pas laissé transparaître beaucoup de choses sur le podium, mais il était vraiment très heureux. Vettel était heureux également. Et puis Raikkonen faisait un petit peu le masque comme d'habitude, mais celui qui était très mécontent, évidemment, c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, justement, tu en parles et je voulais te poser la question, Jean-Luc, là, on se la pose tous. Est-ce que Valtteri Bottas, instantanément, est devenu maintenant une vraie menace pour Hamilton? Et comment tu expliques la contre-performance, car je ne vois pas d'autres mots à employer, la contre-performance d'Hamilton? Oui, elle avait bien sûr une menace pour Hamilton, ça c'est une évidence absolue, puisque, encore une fois, Valtteri Bottas avait devancé en qualification Lewis Hamilton à 2 reprises, je le rappelle, au dernier Grand Prix à Bahreïn, en signant la pole position. Et puis là, alors d'une manière encore plus impressionnante peut-être, compte tenu de l'écart de pratiquement 5 dixièmes, ce qui est énorme, entre Hamilton et Bottas. Alors, comment expliquer effectivement ces contre-performances d'Hamilton? Je pense qu'il y a peut-être plusieurs choses. Peut-être s'est-il fourvoyé un petit peu dans ses réglages. Apparemment, pendant les essais, il n'est pas parvenu. Il a toujours été devancé pendant toutes les séances d'essais libres par Valtteri Bottas. On a bien compris que les Mercedes marquaient le pas, puisque les Ferrari étaient les monoplaces les plus rapides pendant les séances d'essais libres. On n'a pas pu compenser, ou en tout cas en partie, en qualification. Ceci dit, Bottas a commis une petite erreur dans le 3e secteur. Bottas avait peut-être le potentiel pour signer la pole également et devancer les 2 Ferrari. On a vu qu'il n'a pas fallu longtemps pour remettre les choses en ordre. Alors comment expliquer cette contre-performance d'Hamilton? Je crois qu'il n'y était pas, Hamilton. Il y a des week-ends sans. Je ne connais pas sa vie personnelle, mais si vous fréquentez les réseaux sociaux, vous en savez sûrement plus que moi. En tout cas, Hamilton n'a pas trouvé la clé et Bottas, lui, l'a trouvé, puisque d'une part, il était très proche en qualif, et d'autre part, en course, on a bien vu le résultat, alors qu'Hamilton, lui, est resté complètement empégué, j'allais dire, à sa 4e position. Il a mené une course assez solitaire, assez triste d'ailleurs, avec des problèmes de surchauffe, semble-t-il. C'est-à-dire que dès qu'il essayait de s'approcher de la Ferrari de Raikkonen qui était devant lui, il avait des problèmes de surchauffe, et donc ses ingénieurs et lui-même étaient obligés de retrouver un peu d'air frais. Alors, il faisait chaud à Sochi, mais pas tellement. Donc, je pense une course à oublier pour Hamilton quand on est à son niveau. En tout cas, l'écart se creuse, naturellement, au championnat, puisque maintenant, Hamilton totalise 73 points, Vettel en a 86. C'est-à-dire qu'avec 13 points d'écart, eh bien, la partie d'Hamilton s'annonce difficile. Et encore une fois, peut-être que son principal adversaire également, il est chez lui. Ça va lui rappeler des souvenirs par rapport à Nico Rosberg l'an dernier. Oui, Jean-Luc, effectivement, l'histoire est un perpétuel recommencement après Rosberg, c'est Bottas, et ça sera peut-être la même histoire. Alors, cela étant, moi je m'interroge,
On avait cru comprendre depuis le début de l'année que les Mercedes étaient les meilleurs en qualif et que c'est Ferrari peut-être qui allait gagner les Grands Prix. Et là, ça a été exactement l'inverse. Y a-t-il une explication ? Alors les Ferrari, bien sûr, elles se sont montrées extrêmement performantes en qualification. Parce que on a quand même affaire à deux pilotes d'un calibre étonnant. Il faut rappeler quand même que Vettel est 4 fois champion du monde. Et puis au niveau évidemment des pole positions, c'était sa 47e pole position de pilote de Formule 1, la deuxième pour Ferrari, je le rappelle. Donc Vettel, dès qu'on lui donne le matériel, il est là. Et Raikkonen n'était pas loin. Raikkonen était occupé la pole d'ailleurs avant que Vettel ne l'en déloge au tout dernier moment. Donc oui, c'est vrai, d'habitude les Ferrari étaient un poil moins bien en qualif et les Mercedes un peu mieux en course. Mais je l'ai expliqué lors de ta dernière question. Là, on semble que les Ferrari étaient très très bien partout, étaient donc bien également en qualif et puis bien également en course, même s'il a fallu tout le talent de Bottas et l'excellent départ de Bottas pour se maintenir devant. Alors oui, parfois on inverse les valeurs. On va attendre un Grand Prix le prochain à Barcelone, sur un circuit que les pilotes et les écuries connaissent très très bien, pour voir réellement, je dirais réellement, dans les conditions normales, et surtout sur un tracé que les écuries et les pilotes connaissent parfaitement. Je rappelle que c'est là qu'il y a eu 2 séances d'essai de 4 jours consécutifs pendant l'hiver, donc tout le monde a des références à cet endroit-là, LFB. Ok Jean-Luc, bien noté. Je te propose maintenant de dérouler un petit peu le classement et de parler des autres acteurs de ce Grand Prix de Russie. Moi alors j'ai été un peu surpris par Red Bull, entre un Ricciardo qui abandonne très vite et puis un Verstappen qui est loin. Est-ce qu'on peut parler d'un Grand Prix catastrophe pour Red Bull ? Alors oui, là tu es peut-être un petit peu dur LFP avec le Grand Prix catastrophe. Disons que c'est un Grand Prix à mettre de côté, parce que c'est vrai que sur la grille de départ, effectivement, on était beaucoup moins bien placé. Puis surtout, c'est peut-être les écarts de performance, parce que Daniel Ricciardo était 5e, mais il était quand même à plus d'1 seconde 7 du leader. Alors ça, c'est beaucoup. Quant à Verstappen, il s'est un peu loupé. Il était 2 dixièmes derrière, et entre les deux, on sait qu'il y avait Felipe Massa. Donc je crains que sur ce tracé-là, les qualités du châssis n'aient pas pu compenser le handicap moteur. Par parenthèse, quand la FIA nous pond un rapport pour nous dire « Ah, c'est formidable, les 3 meilleurs moteurs », puisqu'on oublie évidemment volontairement le moteur Honda, sont l'écart de performance n'est que de 3 dixièmes au tour, c'est évident que c'est au minimum une erreur, voire une supercherie. Il n'en est pas question. Le moteur Renault, avec tout le respect qu'on doit aux ingénieurs de Renault, il est bien en retrait, et on voit bien que malgré l'intérêt du châssis Red Bull, on ne parvient pas à compenser le handicap par rapport à Ferrari et par rapport à Mercedes. Alors Grand Prix catastrophe, peut-être pas, mais bon, c'est vrai que là, au championnat du monde, ça commence à faire mal. Là, on est très en retard, et on a bien compris que chez Red Bull Renault, il va falloir exploiter toutes les opportunités, et il faudra qu'on ait des gros problèmes devant chez Ferrari et chez Mercedes pour arriver à monter sur un podium. Ok Jean-Luc, écoute, on verra comment ça se passe pour Red Bull en Espagne. Si on déroule le classement, après on a les Force India qui font un tir groupé avec Pérez encore une fois dans les points. Et c'est Esteban Ocon qui progresse par rapport à son début de saison. Et oui, LFB, ça nous fait bien plaisir de voir les Force India à nouveau dans les points, avec les 2 pilotes dans les points. Et puis de quelle manière, parce que là, vraiment, on peut dire que Esteban Ocon, avec seulement 8 petites secondes de retard sur son leader, Sergio Pérez, le Mexicain, dont on connaît tout le talent, a démontré que c'était un pilote solide. Quand on se rend compte que Esteban, depuis qu'il a accédé à la Formule 1, donc au milieu de la saison dernière, c'était au Grand Prix de Spa avec l'équipe Manor, il a terminé les 14 Grands Prix auxquels il a participé. Ça, je crois que c'est absolument unique. Et de surcroît, il a terminé les 4 derniers Grands Prix, donc cette saison, pour Force India, dans les points. Puisque vous le savez, il a aligné 3 10e places et cette fois une 7e place. On n'est vraiment pas loin de l'exploit absolu là, pour Esteban Ocon. Le véritable exploit, ce sera le jour où il va devancer son équipier Sergio Pérez. Mais au rythme où ça évolue, il n'y en a peut-être pas pour très très longtemps. Donc oui, on est vraiment ravis pour Force India à Mercedes, pourvu que ça continue, parce qu'on sait que du côté des dirigeants, c'est un peu plus compliqué. On sait que Vijay Mallya a été arrêté en Grande-Bretagne, à Londres. Il ne pouvait déjà plus quitter ni le pays, ni la ville de Londres. Là, il a été arrêté pour des raisons fiscales, puisque l'Inde notamment avait demandé son extradition. Et puis son associé de chez Sahara, puisque le nom complet de l'écurie, c'est Sahara Force India, d'après ce qu'on sait, il est en prison lui aussi, mais en Inde. Donc effectivement, ça s'annonce un petit peu compliqué pour la suite de la saison. Espérons que ça n'affectera pas le fonctionnement de l'écurie et notamment les performances des pilotes. Si on continue le classement aussi, on s'aperçoit que Renault est pas mal. Ils sont dans les points grâce à Nico Hülkenberg. Heureusement que l'Allemand est bien chez Renault, mais ça semble assez probant. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, on peut dire que Renault réalise de belles performances, mais surtout, comme tu le soulignes, grâce à Nico Hülkenberg, parce que heureusement qu'il est là. Julian Palmer, il n'était pas trop là en essai. Bon, il a connu comme toujours des problèmes techniques. Il semblerait que les problèmes techniques s'acharnent un petit peu sur Julian Palmer et heureusement un peu moins sur Nico Hülkenberg. Alors Nico Hülkenberg, voilà encore un pilote méconnu un petit peu jusque-là, parce qu'on savait qu'il avait du talent. Il était chez Force India, tiens, ça tombe bien. On sait qu'il est vainqueur des 24 heures du Mans, naturellement, mais on se disait qu'il lui fallait une machine à la mesure de son talent. Et le fait de signer dans une écurie d'usine, puisque Renault évidemment est une écurie d'usine, va peut-être lui donner la machine dont il a besoin. Alors là, il est régulier dans le top 10, aussi bien en qualification qu'en course. C'est évident qu'on attend un tout petit peu mieux de lui. Maintenant, on l'attend, par exemple, s'il peut, pourquoi pas, devancer la Williams de Massa et puis se rapprocher des Red Bull. Ce serait formidable, c'est l'ambition. Surtout qu'évidemment, il y a le même moteur, hein, c'est le moteur Renault. Quant à Julian Palmer, bon, il n'a pas eu de chance, hein, là, parce que éliminé, on l'a dit, par l'accrochage avec Romain Grosjean, mais il va falloir qu'il s'y mette un petit peu. Là, il est en train de nous faire peut-être un peu mentir aussi. On avait compris pourquoi Renault l'avait conservé au sein de l'écurie. Là, on va dire qu'il va falloir qu'il hausse son niveau de jeu. C'est très clair, LB. Ok, je te propose maintenant d'aborder une question qui devient traditionnelle, hélas, bien évidemment, par rapport à cette équipe McLaren qui a encore connu un week-end très difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce qu'on peut parler, Jean-Luc, d'un cauchemar qui continue ? Oui, là, j'avais déjà parlé dans ce débriefing F1 pour McLaren de Bérésina. J'avais dit qu'évidemment c'était le Titanic, mais que sur le Titanic il y avait de la musique. Là, je ne sais pas où on en est. Parce que là, avec un Fernando Alonso qui se débat, mais alors avec des problèmes techniques absolument ahurissants, qui ont affecté également Stoffel Van Dorn, puisque pour Van Dorn, tenez-vous bien, tiens-toi bien, LB, on est déjà au 5e élément mécanique. Ça veut dire que là, il va prendre des pions, c'est le cas de le dire, à chaque Grand Prix, il va prendre des pénalités maxi, et Fernando n'en est pas loin. Il avait 15 places de pénalité sur la grille. Ça veut dire que pour les pilotes McLaren Honda, les qualifications n'ont plus aucun intérêt, hormis des séances de développement, et puis prouver le potentiel de la machine en termes de compétitivité. Mais de toute manière, on partira en fond de grille avec les pénalités. Et là aussi, ce jeu des pénalités est vraiment, vraiment terrible, quoi. On est obligé de... Là aussi, Fernando préfère en plaisanter. Fernando Alonso préfère rigoler de ces histoires de pénalités. Ça va devenir grotesque. Quant à l'essentiel, McLaren, je crois que l'équipe est au fond du trou. Je l'ai rappelé la dernière fois. Je crois que c'est la pire période de McLaren depuis le rachat de cette équipe McLaren. On rappelle que cette équipe avait été créée par le néo-zélandais Bruce McLaren à la fin des années 60, McLaren qui malheureusement s'était tué très tôt à la fin des années 60 justement et qui n'a à peine pu participer en Formule 1 avec les machines portant son nom. Là on est au fond du trou. Alors sûrement de la faute du moteur Honda, très certainement de la faute du moteur Honda, mais je pense que c'est également l'implantation de ce moteur Honda dans le châssis McLaren où on est obligé de prendre des risques qui posent des problèmes techniques en cascade, certainement la surchauffe des éléments mécaniques et électroniques qui pose de gros problèmes. En tout cas là on ne sait plus quoi dire, ça fait mal au cœur et je pense que Fernando Alonso a encore une purge à effectuer, c'est sa prochaine course à Barcelone et puis après enfin la délivrance puisque lui il va partir à Indianapolis, participer aux 500 miles, vous le savez, le jour du Grand Prix de Monaco. Plus ça va avec McLaren et plus on comprend pourquoi Fernando Alonso partira aux 500 miles d'Indianapolis le jour du Grand Prix de Monaco. C'est un gag. On comprend qu'effectivement, ça va au moins lui changer les idées. Alors, on a quand même appris, parce que tu soulignes tout le problème qui revient côté Honda, on a quand même appris ce week-end que Sauber serait bien équipé de moteurs Honda l'an prochain. Alors écoute, sans vouloir s'immiscer dans des discussions peut-être de contrats ou techniques, on pensait que personne ne voudrait être équipé du moteur Honda. Donc pourquoi Sauber, finalement, donc, signe bien avec Honda ? Quelle est ton analyse là-dessus ? Le jeu et le problème pour les petites écuries, et Sauber est la dernière survivante, j'allais dire, de ces petites écuries, c'est de survivre et de continuer. Alors on sait que l'équipe suisse fondée par Peter Sauber a des problèmes financiers dramatiques. On sait qu'elle était motorisée par Ferrari, mais avec le moteur Ferrari de l'année précédente. Alors évidemment que Honda souhaitait depuis très longtemps d'ailleurs équiper une autre équipe, McLaren s'y était opposé. McLaren avait obtenu que Honda consacre ses efforts exclusivement à l'équipe McLaren.
McLaren. Et puis là, on a obtenu de chez Honda, où on a peut-être obligé McLaren à accepter cette deuxième équipe. Donc ce sera Sauber en 2018. Alors est-ce que c'est un bon choix? Aujourd'hui, on peut dire que non, évidemment. Le moteur Ferrari, même le moteur Ferrari de l'an dernier, est bien meilleur que le moteur Honda de cette année, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, on dit chez Sauber, Monisha Kaltenborn dit on mise sur l'avenir et on espère que Honda va évoluer. Nous aussi, on espère beaucoup que Honda va évoluer et que le nouveau moteur Honda, et ce sera certainement le moteur Honda 2018 dont bénéficiera Sauber. Et puis ça permettra aussi, je le disais il y a un instant, peut-être également à l'équipe Honda de voir ce que l'implantation d'un moteur, d'un organe mécanique dans un autre châssis peut apporter. Voilà LFB, j'espère avoir répondu très complètement à toutes tes questions concernant ce Grand Prix de Sochi. On se donne rendez-vous évidemment dans 2 semaines, je crois, pour le prochain débriefing F1 qui fera suite au Grand Prix de Barcelone. Salut à tous. Vas-y, recommence. Salut Jean-Luc, merci à toi d'être intervenu en duplex. Voilà, c'était un exercice un petit peu nouveau, mais c'était assez sympa et on a bien donc eu toutes les réponses à nos questions. Le débriefing F1 donc à retrouver très bientôt. Merci à vous. Salut.